Et ils arrêtent pas. Et ils ratent. Et Et on ils rate. ratent. Et on rate. Et ils ratent. Regarde la Oh, monétisation. la monétisation, ça va. Ah. Non, Ran Kwan nous a quittés. Ah, c'était ça qui s'était passé. Oui. Et il se jette un regard qui dit très clairement, ils vont pas sortir Ouais. vivants de l'auberge. Alors, bonjour ou bonsoir, bienvenue de retour chez Zone Geek. Enfin, histoire au coin du Oui, débat. les histoires au coin de D20 sur la chaîne Zone Geek. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, Moi, j'allais directement embrayer, mais vas-y, paraît-il... je me sens motivé là. Ah bah oui, bah tout à fait. Chers amis, YouTube étant ce qu'il est, n'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous regardez cette émission sans être abonné, à vous abonner, ça ne vous coûte rien et nous, ça change notre vie. Et appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Tout à fait. Parce que sinon, vous risqueriez de louper un épisode. Et quand on parle d'aventure de jeux de rôle, c'est bien embêtant de louper un épisode. Oui. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. La dernière fois qu'on a dit ça, j'ai vu les commentaires exploser. Et honnêtement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est c'est très chouette. Bah oui. Et si vous avez les moyens et l'envie, vous pouvez aller mettre un petit tip sur Tipeee. Honnêtement, on remercie grandement les tipeurs qui sont là. C'est aussi une motivation supplémentaire, c'est vraiment chouette. Et ça fait que on ne veut pas mettre de sponsor au début de vidéo parce que c'est chiant. Et donc, Et Papy a besoin de nouveaux t-shirts. vous êtes donc, notre sponsor. Mais oui, tout à fait. Et sinon, mon cher Gilus, La bière du jour. la bière du jour que je vais déboucher pendant que tu nous pitches ce qu'on va raconter aujourd'hui, c'est la Triple Lefort, la bière du jour. J'espère qu'elle ne va pas exploser. Ah oui, parce que là, on vient d'aller promener le chien et... Et elles étaient dans mon sac, donc... T'es prêt? Ok. Oh. Tout va bien. J'étais prêt à sucer. Prêt à sucer comme Comme une... on ne va pas finir cette phrase. comme une suceuse à bière, mon cher Gilles. Bien sûr, exactement. Santé. Et donc, aujourd'hui, nous sommes ici présents pour vous raconter la suite des aventures des gredins de la Gueuse Oui. dans Brigandine. dans Rêve de gloire, la campagne de Brigandine. Donc, troisième émission. C'est la troisième qu'on fait? Ouais, c'est la troisième Ah, dessus. ouais, d'accord. Donc, résumé des épisodes précédents, fais-moi la chanson de Dragon Ball. Dans la dernière aventure, Bertha Lagrosse, c'est-à-dire moi, Midcock, l'espèce de crapule, Miou, l'assassine, Faor, le ménestrel, et Grégorius, le soldat. Donc tous les membres de la Gueuse c'est notre bar. Nous avons fait beaucoup de trucs. Nous avons dû combattre. Il y avait une énorme créature, un golem, qui essayait d'enlever nos filles de joie parce que nous tenons un bordel comme dans tous les bons jeux de rôle. Tout à fait. Et nous avons été confrontés à plusieurs mafias. Notre problème depuis le début, c'est le boucher qui nous extorque de l'argent. Et nous avons aussi les fauves, qui eux, sont un autre gang local qui nous extorque aussi de l'argent, mais un petit peu plus dans le fond. Et nous avons finalement trouvé des espèces de magiciens dégueulasses, nécromanciens, qui faisaient des expériences bizarres. Nous avons rencontré un gros boss magicien, trollifié, horrible, que nous avons, avec beaucoup de chance, battu relativement facilement. Bah, très bien, 10 sur 10. C'est d'ailleurs la mode de buter mes boss facilement. Et c'est plus ou moins là que nous nous sommes arrêtés. Bah, oui, j'allais dire... Et si nous sommes transpirants, je suis désolé. Il fait méga chaud. Il fait super chaud, et encore cette pièce n'est pas la plus chaude, et nous n'avons pas de maquilleuse. C'est pas grave, on va briller. Nous allons briller plus d'un niveau. Voilà. Non, voilà, si jamais vous n'avez pas vu les 2 émissions précédentes que nous avons fait sur cette histoire de Rêve de gloire Brigandine, allez les voir, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Et donc, ça reprend comment exactement? Parce que donc... Ça commence bien. Alors, j'aime bien, tu démarres tous les nouveaux scénarios avec Bertha qui va faire des courses. Ton personnage qui va au marché. Voilà. Et ce jour-là, je ne sais plus ce que tu devais acheter. Oui, tu allais acheter de la viande chez Franck le boucher. Oui, parce qu'il y a toute l'histoire qu'il va y avoir. Le festival de Sol. Le festival de Sol, une espèce de fête du printemps. C'est la fête de l'été. En fait. De l'été. Vous êtes au début de l'été. Ok. Et donc, Bertha
toute frissonnante, puisqu'elle est transie d'amour pour Franck, le désosseur. Franck le désosseur, qui est le bras droit de Piotir le boucher. Et donc là-dessus, si je me souviens bien, il te dit, bah oui, écoute, si tu veux danser avec moi à la fête de Sol, je tiens le stand de saucisses. Bravo. Et bon, bah... Et le reste, ça ne va pas se passer comme prévu. Le reste ne va pas se passer comme prévu, évidemment. Mais très vite, une chose qui nous saute aux yeux, c'est que nos filles ne sont pas dans leur état habituel. Oui, voilà, puisque donc à la gueuse, il y a à boire, à manger et... Comment dire ça? Des filles de joie. Oui, on peut dire ça sur YouTube? Mais sans on peut dire tout ce qu'on veut. On a des prostituées dont on se sert, dont on se sert pas. Et hop, regarde la monétisation. La monétisation, ça va. Non, on a des filles dont on s'occupe très bien. Si ce n'est qu'ici, elles ne sont pas très bien parce qu'elles sont complètement dans le quai, elles ne font pas leur travail, elles n'arrivent pas à enjoindre les clients. Elles tombent. À boire plus, elles tombent par terre. Il y a visiblement un problème. Et en fait, en enquêtant, nous nous rendons compte qu'il y a une drogue qui flotte dans l'air, qui est la feuille de Dries. La fleur de Dries. La fleur de Dries. Ouais, qui en fait est une drogue qui, ils s'en rendront vite compte, qui est vendue à prix très très bas dans les rues de Kirov. Et ce sont simplement des pétales d'une fleur, il suffit de les faire cramer et de respirer la fumée, ou simplement fumer ça dans une pipe. Et disons que le trip est... tu te sens complètement hébété, ce genre de choses. Mais surtout, ça te rend complètement accro. Et donc, ça te rend complètement... Tu donnes combien d'étoiles à la fleur de Dries en tant que drogue? 2 étoiles. Parce que c'est pas cher. Voilà. Exactement. Et donc, nous, on est un petit peu remontés et on commence à leur dire, bon, maintenant, il faut arrêter ça. C'est pas possible. Ça devient n'importe quoi. Et il y a toute une discussion dans le groupe pour savoir comment on va arrêter le problème. Et j'ai vraiment fait un effort. Parce que, ouais, en fait, à la base, on voulait pas s'en occuper. Mais j'ai vraiment fait un effort pour mettre en scène cette drogue comme la pire dégueulasserie possible et imaginable. Parce que je connais Gigi et ses personnages dans tous les... Et alors, c'était déjà comme ça dans Dark Heresy, ouais. Où dans le premier scénario de Dark Heresy, il y avait une histoire de drogue, et alors, souvent dans les scénarios de jeux de rôle, la personne qui écrit le scénario se dit « Ah bah oui, les aventuriers vont évidemment dire « Oh, la drogue, c'est pas bien !» Pas les personnages de Gigi. Lui, il veut toujours tester. Ouais. Mais là, non. Là, non. Mais on se rend très vite compte que la source qui vend ça chez nous, c'est l'espèce de mendiant qu'on avait engagé comme pseudo-espion, sauf qu'il était pas lamentable pour ça. Vous savez, l'espèce de cliché des mendiants qui espionnent pour les gangs à la John Wick, il y a ça dans plein de films, de séries, dans les jeux de rôle quand tu joues. C'est pas vrai. Il vous a déjà donné 2-3 bons trucs. Quand tu joues un rongeur d'os dans Loup-garou, directement tu penses à ça, tu as cette espèce de réseau de sans-abri. Et lui, c'est un naze, honnêtement, il nous a vraiment pas aidé. Vous aimez pas Méron le Mérou? Méron le Mérou. C'est Méron le Mérou. C'est Méron le Mérou. Et Méron le Mérou, oui, ils lui ont donné 1 pièce d'argent. Et ils s'imaginent qu'avec 1 pièce d'argent, ils vont se retrouver... comment il s'appelle pas dans Matrix, dans John Wick, avec le seigneur des bas-fonds. Oui. Alors qu'en fait, Méron le Mérou, c'est juste un clodo, quoi. Mais non, il vous a déjà prévenu de trucs, je crois. Enfin, bref. Peu importe. Non, c'est un con. Méron le Mérou, va chier. Petit détail qui s'est passé légèrement avant, c'est qu'il y a des gens qui sont installés dans notre écurie. Ah oui. Et aussi avant, Ranquan nous a quittés pour devenir c'est vrai, on est en train d'oublier plein de trucs. Oui.
Et donc, effectivement, Monsieur Ranquan... On fait un flashback là, parce qu'on a commencé l'histoire sans raconter les petits trucs qui se sont passés avant. Je crois que ça a commencé par le fait que Monsieur Ranquan, c'est à la base, souvenez-vous du premier scénario, Monsieur Ranquan, c'est un PNJ créé sur le tas, parce que le groupe avait besoin de se faire passer pour les gardes du corps d'un marchand. Ouais. Et donc, j'avais inventé Monsieur Ranquan, le sculpteur de bois, sur bois venu des terres du Sud, avec son accent créole. Et en fait, vous l'aviez plus ou moins réduit en esclavage, hein, pour être... c'est pas vrai du tout, ça. C'est pas vrai du tout. On l'a sauvé. Il allait être balancé dans les arènes. Mais oui. Vous l'avez sauvé. Et puis vous en avez fait un esclave. Non, on l'a gardé chez nous. Bouh! Honte sur vous! Et il a eu le gîte et le couvert en échange de petits travaux de bois. Bah oui, il a fait toute leur auberge, en fait. Il a un petit peu et, décoré l'auberge. Et donc voilà. Et ici... Pas du tout notre esclave. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a pu partir quand il voulait. C'est vrai. Il s'est un peu enfoui. Hein. Et là, en fait, Grégorius... Mais enfin, mais non, mais je c'était notre... Mais franchement, on adorait Ranquan, c'était vraiment un bon ami. Mais ta gueule, il était là, comme c'était notre esclave. Tout, la gueuse, là, mettez tous des commentaires. Ils l'ont fouetté. Ils l'ont fouetté. C'est pas vrai. On l'a jamais fouetté. Franchement, on adorait Ranquan. C'est littéralement notre PNJ préféré de Brigandine. Je te charrie. Mais effectivement, à ce moment-là, je m'étais dit, bon, il y a déjà tellement de PNJ qui se sont agglutinés autour du groupe, je vais faire partir Monsieur Ranquan, qui tombe sur d'autres marchands venus de son pays, et donc il allait sauter sur l'occasion pour rentrer sur ses terres ancestrales. Et tout le groupe était super choqué. Moi, à ce moment, j'étais en mode, oui, voilà, c'est ce qui arrive, et donc il s'en va. Mais non, lui, il a dit plein de merci, et je crois que je lui ai donné... je lui ai donné un cadeau, je me souviens plus ce que c'était maintenant. Je me demande si je lui ai... Un rat. Je ne sais pas si je lui ai pas donné le panneau qu'il avait gravé pour le ragoût. Quand à l'époque, on pensait que notre auberge allait s'appeler au vrai ragoût qui revient. Voilà. Mais bref. Non, vraiment, on lui a fait un beau petit départ. Alors ici, Gélus, pendant le montage, je me suis souvenu de ce que j'ai offert à Ranquan avant qu'il s'en aille. J'avais fait faire dans le scénario précédent un collier à pic, genre sadomaso, pour éviter de me faire étrangler par l'étrangleur de Kirov. Et quand il est parti, je lui ai fait don de ce collier à pic. Ça l'a un petit peu perturbé. Voilà, c'est tout. Mais oui. Et... Je m'esponge les amis parce que là, je dégouline littéralement. Et des intrus s'installent dans notre écurie. Mais ils ne s'installent pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont une discussion. Il y a un petit gang, le gang du baronnet, qui arrive en disant « Ouais, on s'est fait piquer notre piole par le gang des pélicans. On s'est fait chasser de notre piole. » On va dire ça comme ça. Et on est à la rue, est-ce que vous pouvez pas nous aider? Or, le groupe de la gueuse, ils ont donc quand j'ai créé l'auberge, il fallait qu'ils la réparent, et il y a 2 annexes. Il y a une écurie qui était en ruine et un quai couvert, bien propice à tous les petits trafics en tout genre. Oui. Et vous avez décidé directement de mettre de l'argent pour faire réparer le quai. L'écurie étant toujours en friche, démolie, quoi. Et là-dessus, je crois que c'est avec Midcock qu'il est décidé qu'ils peuvent crècher dans l'écurie, mais qu'il doit faire des travaux. Et vous voyez qu'il traîne un peu des pieds, quoi. Moi, j'étais pas d'accord, mais bon. Je veux dire, c'est une bande de voleurs à la base, et de détrousseurs et de coupe-gorge, le gang du baronnet. Donc leur dire, oui, vous allez faire des travaux de grosses œuvres, ça leur plaisait moyen. Alors, dans les PNJ qui sont aussi accrochés à la gueuse, il y en a un de plus, qui est le frère Grigory. C'est le père Dimitri. Dimitri. Oui, il y a Grégorius et le père Dimitri. Le père Dimitri, mais c'est important. Et il y a eu toute une scène avec un type qui a été somnambule chez nous, où je n'ai pas du tout compris d'où ça venait.
ou à moins que ce soit les effusions de fleurs de Driss. Je ne sais pas si c'était ça l'idée. C'est peut-être ça, Gilles. Et donc, on a eu un type qui fait des cauchemars et qui s'est retrouvé somnambule sur le toit. Et je n'ai jamais vu autant de fois un maître de jeu faire « Bon, fais-moi un jet pour le rattraper. » Ah, raté. Ok, fais-moi un deuxième jet pour le rattraper tout juste. Raté. Ok, tu me fais faire un jet de force pour essayer de l'attraper avant qu'il tombe du toit. Raté. Ok. Tu as donné plein de chances pour sauver le type et à chaque fois on foire. Alors, le truc, c'est que je me disais, bon, allez, chaque aventurier qui s'approche peut le tenter. Mais il y a genre d'abord Miou qui y va parce qu'elle est plus habile et elle manque de tomber du toit. Elle rate son jet. Oui, il y a Grégorius aussi qui glisse du toit, je me souviens. Et en gros, vous êtes en train d'essayer d'attraper le somnambule et tout le monde commence à se péter la gueule. Finalement... C'était Benny Hill. Oui, c'était complètement Benny Hillesque. Et tu vois, et c'est ça qui... Pour le coup, je m'étais dit, mais non, mais il n'y a pas moyen qu'il loupe ce genre de jet, quoi. Et tu te dis, oui, bah alors fais-moi le jet de Dex, le jet de force à plus 15. Raté. Si seulement vous pouviez rater quand vous êtes censé rater et réussir quand vous êtes censé réussir. Mais bon. Alors, donc le type tombe. Il s'est retrouvé à l'eau. Le somnambule, finalement. Attends, il y a moi et Midcock qui lui lançons une corde. Et je crois qu'il y a quand même Grégorius qui a sauté à l'eau pour le repêcher. Et qui a réussi à nager pour aller le choper. Ouais. Le type paniquait tout ça, la nuit dans le noir. À la nuit dans le noir, dans le canal. Qui pue. Bah oui. Finalement, il commence un peu à paniquer, il sait pas très bien ce qui se passe. Grégorius lui envoie une grosse mandale dans la gueule, rajoutant quelques dents dans le pot à dents qu'il a sur son bas. Exactement. Et c'est là que tu nous introduis Dimitri. Le père Dimitri. Qui est donc un prêtre d'Abel. Voilà. Et donc ça, c'est important de remettre dans le contexte que sont les prêtres d'Abel. Bah oui, donc il se rend compte qu'un prêtre d'Abel crèche chez eux. Et dans le monde, je sais même pas comment s'appelle le monde. Je sais que si tu achètes la V2 de Brigandine, que à mon avis je vais acheter quand même, tu as toute la carte du monde. Mais en tout cas dans la cité d'Ascanov, c'est polythéiste, et c'est strictement polythéiste. Il y a 10 dieux, ni plus ni moins. Il y a 10 dieux, ni plus ni moins, avec 10 clergés, et l'empereur, en fait, tient son pouvoir du fait qu'il est l'élu des 10. Ouais. Et v'là-t-il pas que arrive une nouvelle religion, qui s'appelle le culte d'Abel, les enfants d'Abel, où là c'est monothéiste, et qui évidemment ne reconnaissent pas du tout la légitimité de l'empereur, très problématique. En gros, ces prêtres d'Abel, quand ils se font choper en train de faire des sermons, vous savez très bien que le lendemain, il va y avoir pendaison sur la place publique, quoi. Cela dit, je crois que c'est le plus gros fil rouge de toute la campagne qu'il nous a mis en place, c'est que les prêtres d'Abel, ils ont des vrais pouvoirs magiques. Oui, tout à fait. Les prêtres des autres dieux, ce sont des gens, enfin, ce sont des prêtres, ce sont des gens comme tout le monde, qui parlent aux dieux. Hein, c'est bien, mais... Voilà, et qui, quand vous leur demandez quelque chose, ils vous donnent un collier, un coquille de moule, en mode allez, tiens, va jouer maintenant. Et vous voyez que les prêtres d'Abel, littéralement, ils ont des sorts, et ils ont soigné, dans chaque gros scénario, au moins une fois, il y a un prêtre d'Abel qui nous a soigné ou qui a soigné quelqu'un proche de nous. Et pourtant, vous les aimez pas. Hein. Alors, justement, ça va être une partie importante. Ça fait partie de votre prodigieux roleplay. Ça va être une partie importante de l'histoire de Bertha à la fin de cette vidéo. Teaser. Ouais. Et donc, oui, le père Dimitri, je pense qu'il soigne... Il soigne le gars qui a été assommé par Grégorius. Encore une fois, parce que tu disais, on ne sait pas pourquoi il est passé somnambule, on ne sait pas pourquoi il est passé somnambule. Je rappelle quand même, c'est vrai que ça fait maintenant 1 an qu'on joue, ça fait depuis le début que vous avez des clients dans vos chambres, que les gens disent, on fait des cauchemars quand on dort chez vous. Et pas dans vos chambres à vous, mais dans les chambres qui sont au-dessus de l'auberge. Les gens font d'étranges et sinistres cauchemars. Peut-être quelque chose... N'hésite pas à rappeler ça lors de la prochaine partie, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été très bien enregistré. Je sais, et j'ai tendance parfois à me dire... Là, c'est... Excusez-nous les gens, c'est entre nous. Arrivera l'histoire de Victor. Et il y a des fois, je me dis, oui, j'ai fait passer une information discrète au PJ, et en fait... c'est pas du tout passé. Et tu parlais de fil rouge, oui, je rappellerai qu'il y a cette histoire que les gens font tout le temps des cauchemars dans votre auberge. Ça marche.
reprenons là où on en était, c'est-à-dire la feuille ou la fleur? Putain, le trafic de drogue. Voilà, c'est la fleur ou la feuille de Dries? C'est la fleur de Dries. La fleur de Dries. La fleur de Dries. Et donc, on se rend compte qu'il y a Méron de Mérou qui en refile. Il en trafique, en tout cas, chez vous. Ça nous met pas contents. Bah oui. Et donc, je sais plus à quel point, à ce moment-là, vous vous êtes immédiatement dit, on va lui filer le train. Ouais. Et sur le moment, moi, je me disais, Méron, c'est quand même un mec de la nuit, enfin... je vous ai demandé de faire un jet pour la filature, et ça s'est super bien passé, en fait. En fait, on a raté la filature, mais on a réussi une jet de sociabilité pour lui dire non, c'est normal. Ah, c'était ça qui s'était passé. Oui. Parce que dans mon souvenir, c'était vous êtes directement arrivé là où... Et en fait, vous l'avez embobiné. On l'a embobiné, et on arrive au port où il y a une espèce de petit bateau où il y a plein de gens qui viennent... vas-y, raconte la scène. Non, c'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de décrire une ambiance un peu glauque. Ils arrivent dans vraiment les salles quartiers, les mutants et tout. Les salles quartiers de Kirov. On commence tout doucement à se rapprocher de Imri le Haut. Si vous vous souvenez plus de Imri le Haut. Quartier des mutants. C'est le quartier où il y a beaucoup de mutants. En fait, en dessous, Kirov est un véritable gruyère. C'est un quartier sur pilotis, un peu comme Venise. Mais parfois, vous avez les maisons, et puis en dessous, il y a des espèces de canaux et de tunnels. Et là, vous commencez à rentrer. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de gens qui sont drogués, des barils entiers de cette drogue qui sont en train de cramer avec les gens qui jettent des fleurs de Dirs dedans. Ambiance glauque, quand tu nous tiens. Dirs ou Dries? Drizzt. Drizzt. Dourden. Un peu comme Dourden, oui. Ouais. Donc vous arrivez en fait dans un quartier, dans un coin vraiment reculé du port, en pleine nuit, et il y a un quai malsain à côté duquel est garé un bateau. Bien sûr, Norgueul, garé un bateau. Et parqué le bateau. Et donc là vous voyez Olga. Tu mettras l'image? Oui. Enfin, tu pourras les retrouver sur... Et donc, Olga est un peu en train de haranguer les clodos en leur distribuant, en leur faisant payer à vil prix pour une poignée de kopecks cette drogue dont ils sont déjà tous accros. Et il y a un garde du corps qui fait genre 2,50 m. Ah oui. Et je vous décris qu'elle a un garde du corps à l'aspect particulièrement répugnant, qui est très grand, qui fait genre 2,30 m, avec une grosse massue, qui est couvert de bandelettes, qui sointe de jus pas net. Comme nous, parce qu'il fait trop chaud. Voilà. C'est notre roleplay, ça. Et ça sent mauvais, ça sent la drogue, ça sent roleplay. Ça sent le mal-vivre, voyez-vous. Ouais. Alors, et là, vous mettez un plan en route. Voilà. Alors, petite anecdote, on a eu toute une séance où tout le monde, moi compris, on n'arrivait plus à... On n'arrêtait pas de mélanger le nom Greta, Bertha, Olga. Oui, et c'est venu comme ça. Et une fois que ça a été lancé, c'était impossible. Et moi-même, j'étais là. Alors oui, donc Olga, elle fait non, ça c'est Bertha. Ah oui, non, c'est Greta. Non. Ah. Mais tu sais que ça a déclenché un truc dans nos cerveaux que depuis 1 an, je m'assurais, je n'ai jamais oublié que ton personnage s'appelait Bertha. Bertha la grosse. Ouais. Et maintenant, à chaque fois, je dois faire attention à ne pas dire Olga ou ne pas dire Greta. C'est terrible. La graine de la connerie a été plantée dans nos cervelles. Alors, la première approche que j'ai eue, c'est que moi, j'ai été, de manière un petit peu innocente, voir un petit peu ce qui se passait. Et elle a essayé de me faire consommer immédiatement. Bah oui. Et pour finir, j'ai réussi à dire « Oui, mais je suis la femme de Franck, le bras droit du boucher. » Et là, ça a un petit peu calmé le truc. Oui, parce que évidemment, Olga, elle débarque... Alors que je ne suis pas sa femme. Hein. Oui, c'est-à-dire que Olga, elle vient d'arriver à Skanov, elle essaye d'écouler sa drogue, mais elle commence un peu à voir que déjà le quartier est complètement pris par des gangs, et qu'elle doit faire gaffe à ce qu'elle fait quand même.
Et que donc, du coup, elle est un peu en mode, ouais, bon... Mais le but de cette drogue, bon, malgré que Olga essaie de donner une aura quasi divine à la drogue... Ouais, il nous a parlé du 11e dieu et tout. Que c'est la prêtresse du 11e dieu. C'est avant tout une bonne femme qui distribue de la drogue qui rend les gens complètement accros. Ouais. Et elle savait très bien ce qu'elle faisait en essayant de t'en faire... Tiens, la première dose est gratuite, tu vois. Et là, nous avons eu un super plan. Et comme tous les super plans, il ne s'est pas du tout passé comme on l'avait prévu. C'est là qu'on voit la grosse différence entre un jeu de rôle et un film. Dans un film, quand on prépare des choses, ça revient plus tard. C'est le fusil de... Oh putain. De Tchekhov. Le fusil de Tchekhov. Eh bien, dans les jeux de rôle, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et c'est un très bon exemple. Parce qu'on commence à se dire, ok, nous allons faire passer une rumeur. Comme quoi, il n'y a presque plus de fleurs de Driss qui est distribuée. Et donc, ils sont en train d'essayer de la refiler à un prix beaucoup plus bas. Et moi, j'utilise tous mes accessoires pour scier à moitié une planche sur le quai, en me disant comme ça, si on va être pourchassé par le gros, et ça va craquer sur son poids et il va tomber dans la mer. Et aussi, on retourne voir le batelier qui nous avait vaguement aidé. Jean-Michel. Jean-Mich. Alors, Méron le Mérou, on l'avait rencontré dans la partie précédente où il y avait le salopard de fauve. Mais tu t'es trompé, ce n'est point Méron le Mérou. Jean-Mich. C'est Jean-Mich. Parce que parfois, voyez-vous, quand il faut inventer, mais vraiment un PNJ sorti de nulle part, et qu'il est tard, et qu'on arrive à la fin de la partie, et que je me dis qu'on ne reverra jamais ce personnage, je me fais pas chier pour les noms. Et donc, ils avaient rencontré Jean-Mich, le batelier mutant. C'était à la fin de l'aventure précédente, je crois. En fait, il nous a fait passer d'un quartier à l'autre, et on s'est retrouvé sur la plage où il y avait les cultistes. C'était quand vous avez été à la caverne du mage qui s'était transformé en troll. Et il était dans le deal avec Jelko, qui était un connard qu'on a tué. Un connard. Un connard. On a tué le connard. Et donc, on lui avait donné une barque. Et donc, on arrivait, dans le nouveau scénario, on arrivait en lui disant... Bah écoute, on a besoin d'une barque, c'est toi qui as notre barque, donc tu vas nous conduire, d'autant plus que nous, on ne s'est pas vraiment battelé. Oui, tout à fait. À chaque fois qu'il y a un bateau qui a été c'est la cata, conduit par un joueur dans cette partie, bah, il y a des fois, je me suis dit, en fait, j'aurais dû les tuer. Et donc, voilà. En réalité, on réunit tous ces éléments. On est là, on a un super plan. On a des cocktails Molotov qu'on a fabriqués dans le laboratoire des magiciens. Et on se dit, oui, alors, on fait passer la rumeur. On va s'infiltrer derrière avec le bateau. Ça va être Hitman. Mais tu sais ce qu'on dit, Gilles? Un plan, aussi bon soit-il, ne résiste jamais à la rencontre avec l'ennemi. Moralité, première chose qui se passe, on envoie Miu, notre personnage le plus discret, alors que nous sommes à l'arrière. Voilà, oui, donc il y a les meutes qui se déroulent. Oui, donc en fait, effectivement, le baratin prend, et tous ces gens qui sont complètement accros sont en train de se dire « Oh là là, ils vont partir, ils en ont presque plus. » Et on va se retrouver sans notre cam, quoi. Ouais. Et donc ça marche. Et encore, on a dû refaire des jets. En fait, je me souviens, il y a Gigi, donc Midcock, qui a fait un échec critique à son jet de persuasion pour lancer la rumeur. Et tu as commencé à dire, ok, tu vas te faire tabasser par la foule, oui, toi. Oui, tout à fait. Et il a utilisé presque tous ses points de fortune pour relancer l'échec critique. C'est 3 points de fortune, ce qui est beaucoup dans le jeu. Ah bah c'est ce qui se serait passé, il se serait fait lyncher par la foule. Voilà. Donc, en fait, on balance tous nos points de fortune qui sont donc nos relances. Et on envoie... Voilà, l'émeute a quand même lieu, il y a une bagarre, il y a le gros. Le gros... alors maintenant, je ne sais plus comment je l'avais appelé, c'était Dunwich. Je l'avais appelé Dunwich. Qui commence à taper dans le tas. Voilà, pour buter, avec Olga qui reste sur le bateau à regarder à l'avant du bateau, voilà. Mais l'action se passe à l'arrière. Et donc nous, on va à l'arrière du bateau, on attend là. Moi, je monte sur le bateau. Miyu monte sur le bateau, commence à rentrer dans la cale. Alors, Griorus n'était pas là à la base parce que Florian n'était pas là. Et aussi, pendant tout ça, Faor n'était pas là non plus parce que Moustache n'était pas là. Et
Miou commence à rentrer discrètement, jet de discrétion raté. Ok, c'est pas grave, je relance, j'ai des bonus, il n'y a pas de problème. Raté. Elle se fait voir. Elle se fait voir directement par deux des vrais dealers de Olga qui dormaient dans la cale du bateau, qui s'avancent vers elle. Et j'avoue que sur le moment, ils se disent « Ouais, il y a une connasse qui a essayé de s'introduire dans le bateau pour piquer notre marchandise. » Donc, ils sont pas ultra agressifs. Et surtout, ils ne sonnent pas l'alarme tout de suite. Ouais. Et il y a Midcock qui dit au batelier « Maintenant, fais le tour du bateau. On va aller à tel endroit et moi, je vais monter sur le bateau. » Tu fais un jet pour le batelier. Et ça loupe complètement. À descend, 100. Ouais. Pire échec critique possible. Et tu dis, ok, mais le bateau commence à suivre le courant. Et il casse sa rame. Il casse sa rame. Et donc, il n'y a plus moyen. Et donc, Jean-Mich est en mode, je ne sais pas vous aider. Midcock ne sait pas nager. Donc, il n'est pas question de sauter à l'eau. Tu lui donnes ses chances où il dit, oui, j'accroche ma hache à une corde et j'essaie de d'attraper comme un grappin au quai. Ok, pas de problème, c'est une bonne idée, fais un jet avec un bonus. Raté. Ouais. Et ils arrêtent, et ils ratent, et ils ratent, et ils ratent. Je sais plus, donc Miou, elle, donc pour la séance où elle se faisait attaquer par les deux marins, elle n'était pas là, donc c'est moi qui l'ai joué. Et en gros, je sais plus à quel moment, c'est toi qui, à un moment, dit, bon, rien à foutre, je claque un des cocktails Molotov qu'on a fait dans la cale. Ça, c'est plus tard, en fait, parce que là, à ce moment-là, je dis, tu nous dis, en gros, Mio, elle est assommée, il faut aller la sauver. Et personne ne bouge. Et Bertha, elle ne sait pas se battre. Je dis, bon, ok, j'y vais. Okay. Je me retrouve face à deux gars, et je me commence à me faire motter la gueule. Et là, miracle, Florian était là cette fois-ci, et miraculeusement, Grégorius apparaît sur le bateau. En gros... un petit peu. J'ai plus ou moins expliqué ça. Mais bon, tu vois, t'as un joueur qui est pas là, et puis qu'il est là en pleine action. Et on est en pleine action, et donc, en gros, j'explique. En fait, j'aurais dû simplement dire il s'était endormi sur le bateau. Il s'était endormi sur le bateau, et voilà, et puis là, il se réveille, et wow, qu'est-ce qui se passe? Et ça commence à claquer, parce que Grégorius, lui, il se bat vraiment, vraiment bien. Il se bat vraiment bien, et il m'aide beaucoup. Pendant ce temps-là, Veraviande, il fait rien de la séance parce que tous ses gestes, c'était juste essayer de ne pas être emporté vers la mer par le courant. Oui. Et c'est le meilleur combattant. Vers le fleuve. Et donc, oui, effectivement, le deuxième meilleur combattant, il était parti. Miou, l'assassin, elle n'était pas là, donc... Mais je l'ai quand même un peu joué. Tu l'as quand même joué, heureusement, sinon on était foutus. Parce qu'au bout d'un certain temps, on arrive un petit peu à s'en sortir face à ces deux gars. Et moi, à un moment, je dis maintenant, on se barre. Et Olga et les personnages les plus forts, les ennemis les plus forts, commencent à se rendre compte de ce qui se passe à l'arrière du bateau. Donc moi, je dis, bon, avant de partir, je balance un cocktail Molotov. Ouais. Et donc, ça commence à joyeusement cramer, parce que tout ça, c'est jamais que des feuilles dans des barils et dans des sacs en toile de jute. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'on avait un deuxième cocktail Molotov, et il y a un moment, il y avait Veraviande qui dit, oui, c'est ma seule arme à distance, je le balance sur le gros et Olga et tout. Ok, pas de problème, fais-moi un jet de tir. Raté. Oui, j'explique. Plouf. Le truc irremplaçable. Bon, voilà. Et Olga s'en prend. Bertha. Voilà, à nouveau le problème. Mais c'est-à-dire que tu te prends un coup critique. Je me prends plein la gueule. Et à un moment, je me prends un coup critique qui m'amène genre moins 10 points de vie d'un coup. Et ça, c'est une discussion pour une autre fois. Et ceux qui ont vu le short connaissent peut-être déjà un petit peu le résultat. On en a parlé dans le short? Parce qu'on a juste fait le jet. Et on a donné un petit peu le résultat, mais c'était très court. Je sais plus ce que tu racontais dans ton short. Quoi qu'il en soit, la combat se passe pas bien du tout. Ouais. Et c'est là que Grégorius dit, oui, mais on a une potion qui nous reste. Parce que à ce moment-là, Dunwich, l'énorme créature, a fini de tabasser la foule devant le bateau, et Olga lui fait vas-y, passe à l'action, il y a des gens à l'arrière. Et là, le vrai gros méchant de cette scène, enfin le gros balèze méchant de cette scène arrive, et le groupe est déjà dans un état pas possible, avec Midcock qui est en perdition sur son bateau, Bertha qui est... En fait, à ce moment-là, je me suis dit, je ne me souviens plus des règles quand un PJ arrive à 0 ou moins de 0 points de vie. Donc, j'étais un peu en mode, on va laisser ça en suspens. Et là,
c'est parti pour la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alors, d'un côté, il y a quand même quelqu'un qui me donne... On avait une potion de soin magique. C'est vrai qu'on avait oublié de dire. Lors de la dernière aventure, on avait récupéré un coffre plein de trucs magiques. Il y a un acide que j'ai utilisé. Il y a... Vous avez utilisé vos objets. Il y avait des somnifères. C'est moi qui avais tous les objets, toutes les potions. On les a vraiment bien utilisés. Vous avez quand même déjà rincé 2 laboratoires de mages. Hein. Oui. Et il y avait une potion de soin qu'on me donne, ce qui expliquera un petit peu la suite. Voilà. Et j'avais une potion. Je ne sais même pas comment on s'est rendu compte de ce que ça faisait. Ça devait être écrit dessus. Potion de troll. J'ai simplement dit que cette bouteille ressemblait étrangement à la bouteille de potion que le mage avait bu avant de se transformer en créature trollesque. Et donc, Grégorius a noté que Florian, ces temps-ci, je le trouve vénère pendant les jeux de rôle. Mais tout le temps, il se défoule pendant les jeux de rôle et il joue Grégorius à un point agressif où c'est chaud parfois. Et il se dit, je vais boire cette potion. Et là, moi, j'étais en mode « Yes, ça y est !» À noter que Grégorius est déjà partiellement mutant. Il a une griffe de lézard. Et il a un bras d'homme lézard, en fait. Qui est un souvenir de quand il a été brûlé par le feu magique dans le premier scénario. Ouais. Et là-dessus, il se transforme en espèce de... En fait, je me souviens que c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, c'est comme dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Mr. Hyde. Avec Mr. Hyde. Donc là, tu deviens vraiment simiesque. Et je sais plus quel bonus, mais c'était super. Il avait genre plus 20 en force. Et déjà, c'est le plus fort du groupe. Avec plus 20 en force, là, c'était son bonus de force était devenu complètement dément. Et en fait, je crois que plus ou moins ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le bateau est en feu. Midcock a enfin réussi à nous rejoindre. Miyu embarque Bertha sur la petite barque. Olga s'enfuit sur le quai. Et Grégorius dit « Moi, je veux tuer Olga. Je fais un saut de Hulk. De Hulk. Oui. Ouais. Et là-dessus, je lui ai dit, bah oui, tu peux faire ton saut de Hulk, il n'y a pas de problème. Et donc, il arrive à côté de Olga, et je ne sais plus comment il l'a décapité. Il l'a décapité avec sa griffe. Et alors, oui, aussi, il y a un truc qu'on est en train d'oublier, c'est que je vous avais dit, Dunwich, c'est l'homme poisson du premier scénar. Oui. Qui a fini, en fait, dans les... Donc, maintenant, je pense que je peux le dire. Vous aviez vu, plutôt, lors du premier scénario, cet homme poisson qui était amené dans les arènes pour devenir un truc qu'on tue pour le spectacle. Ouais. Et en fait, c'était un enfant. Ouais. Il avait une taille d'adulte, mais c'était un enfant. Et donc là, il avait le temps de grandir parce que c'est un mutant et qui vieillit plus vite. Et il avait été l'histoire, c'est qu'il a été récupéré par Olga, qui s'est plus ou moins occupé de lui, mais tout en le droguant. Enfin, un personnage un peu triste et pathétique, on va dire. Eh ben, Dunwich, petit cœur perdu. On pense à toi. Là, mettez dans les commentaires, on pense à Dunwich. Dunwich, c'était un méchant PNJ, va te faire enculer. Et d'ailleurs, en fait, quand on est parti, il était tout apeuré, éploré, avec la tête d'Olga dans ses mains. Et pleurer. Et pleurer, c'est ce que j'ai dit, hein, à la fin. Et donc oui, à un moment, il pourrait revenir. Je me suis dit, oui, ben voilà, il tenait la tête tranchée de Olga. Et je me suis dit, bon, bah maintenant, si Florian veut le tuer, là, il va pas se laisser faire. Et en fait, non, il y a eu un moment un peu roleplay, où il a dit, bah oui, mais non, c'est une pauvre créature, je le laisse vivant. Et donc, il est toujours là, l'homme poisson. Nous, on s'en va, on retourne à la Gueuse, notre taverne. Et là, il y a eu une discussion, je trouve, qui est très intéressante à présenter, parce que je trouve que ça a ouvert, une discussion. Il y a juste Grégorius qui, à la fin, se sentait plus pété. Il sautait et il sautait de maison en maison, tu vois, en mode... Puis à moi, je lui ai dit, en plein saut, le truc s'arrête, tu redeviens normal, tu te vautres dans un mur et tu te reprends genre 4-5 points de dégâts. Tu vois. Et plus de mutations. Et plus de... Ah oui, sa mutation avait avancé. Voilà. Et donc, il y a eu toute une discussion sur la vie de Bertha. Et je trouve que c'était intéressant. Parce que sur le coup, tu as dit, ok, écoute, tu as 0 point de vie, t'es hors combat, on t'a donné une potion de soin, on va dire que c'est bon. Voilà.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la lecture des règles de Brigandine, pour moi, remonte à plus d'1 an. Et sur le moment, je me dis, je ne sais plus ce qu'il en est dans Brigandine quand on arrive à 0 de point de vie ou à moins de 0 de point de vie. Alors, ce que je t'ai dit, pour moi, qui était très important, c'est que ce que je trouve génial dans le système de combat de Brigandine, c'est l'effet psychologique. C'est un système de combat qui fait très peur. Parce que chaque coup que tu te prends a des chances non négligeables de te faire perdre la moitié de tes points de vie. C'est très extrême, très aléatoire aussi. Parce que c'est indécent, bah, écoute, dans le meilleur des cas, tu as 50%, donc tu as une chance sur 2 de te faire avoir. C'est très extrême, ça fait peur, ça ne donne pas envie de lancer un combat. Et ce moment où Bertha s'est pris un coup critique qui l'a amené très fort en négatif de point de vie. Parce que donc ça a fait 10 de dégâts, plus la force de l'ennemi, plus un nouveau des 10 qui était bien gratiné. Je t'ai dit, s'il n'y a pas de conséquences pires à ça, ça va enlever cette peur du combat qui est un élément clé. Oui, c'est celle que j'ai ouvert tout à l'heure. Qui est un élément clé du combat, du scénario et du système. Et tu es arrivé à la conclusion de trouver un compromis. Et donc, nous avons eu une vidéo où j'ai fait un jet en direct, où tu m'as fait tirer une blessure critique sur mon propre système de jeu, espèce de petit tiens, pourri. Mange ta merde. Non, mais c'était le système des critiques, il a été cherché. Parce qu'après, en fait, entre-temps, moi j'ai été relire les règles, et Dieu sait que les règles de Brigandine ne sont pas... c'est narrativiste. Elles ne sont pas compliquées. Mais en gros, ça dit plus ou moins, arrivé à 0 point de vie, le PJ est soit mort, soit il est incapacité, soit c'est vous. En gros, c'est le maître de jeu qui décide. Et je me suis dit, mais ça, c'est de nouveau, c'est comme je sais plus à quelle occasion tu disais, c'est très, ça peut être difficile à avaler pour les joueurs. Parce que toi, j'aurais dit que tu allais mourir, un autre, je vais dire, il est dans les pommes. Du coup, entre-temps, moi, je concocte le fait de dire, entre 0 et moins 7, vous êtes hors combat, vous êtes en mauvais état, vous allez avoir des conséquences, mais vous n'êtes pas mort. Au-delà de moins 7, vous êtes mort. Ça va avoir un effet important pour la suite. Et donc, toi, je t'ai dit, début de la prochaine séance, on fait un jet, et donc tu avais 2 ou 3 chances sur 10 de mourir. Oui, j'avais quand même des chances non négligeables de mourir ou au moins de me prendre une blessure insoignable dans ce monde médiéval dégueulasse. Et pour finir, j'ai fait le meilleur résultat possible au jet de dés. Oui, tout à fait. Et je m'en suis sorti avec une cicatrice supplémentaire. Une grosse cicatrice sur la poitrine. Et j'ai été sauvé. En jeu, au final, tu as interprété ça par le fait que c'est le père Dimitri, donc le prêtre d'Abel qui vit chez nous, qui m'a sauvé. Et c'est là-dessus que je me suis dit, mais il doit y avoir... C'est un élément impactant, il doit y avoir une conséquence sur l'histoire de Bertha. Et c'est là-dessus, à la fin du scénario, où je t'ai dit, quand elle se réveille, Bertha, elle grave un truc dans un morceau de bois, et je me fais un symbole d'Abel, et maintenant elle croit en Abel. Et donc maintenant, tu n'es plus... Bertha, en fait, pour l'instant, je trouve que ton personnage, il a une évolution très intéressante. Et franchement, ça c'est un conseil que je vous donne. Vos personnages, donnez-leur des espèces d'arcs et de bits de bits, pas de bits, de bits B-E-A-T, de moments marquants qui vont changer un petit peu son histoire parce que c'est intéressant. Oui, toi tu as fait ça, alors je n'en dirai pas trop, mais un qui va probablement avoir des changements dans la vie de son personnage, c'est Midcock. Faor a trouvé un canard. Oui, ça a changé son personnage. Et le truc... Et Grégorius, il veut se marier. Le truc, et alors après, on va continuer à raconter l'histoire, sinon cette émission va durer 1h30. Mais il y avait plein de petites intrigues secondaires qui se mettaient en place à la fin du dernier scénario. Comme par exemple le fait que Faor voulait arrêter d'être alcoolo, que Grégorius cherche un remède à sa mutation. Je suis le cul entre deux chaises. Parce que d'une certaine manière, je me dis, ça fait plus d'1 an qu'on fait cette campagne, et que donc j'ai laissé tomber tout un tas d'intrigues secondaires pour que ça aille plus vite, mais je trouve qu'en fait, maintenant, ça va trop vite.
Moi, je trouve pas que ça va trop vite, honnêtement. Pour moi, c'est un bon rythme. Un petit conseil supplémentaire qui vient de me revenir. Quand je savais que Bertha allait peut-être mourir, j'avais un nouveau personnage, une idée de personnage de près, et toujours un personnage d'avance parce qu'on sait jamais quand ça va servir. Tu m'en as pas encore parlé. Alors, non, mais j'ai un concept et j'ai un nom, ce qui est Skinny Piotr. Ah, Skinny Piotr. Après Bertha la Grosse, ce serait Skinny Alors, Piotr. c'est bien, mais maintenant, votre groupe, il manque un guerrier discret. Hein. Je dis juste ça, mais bref. Bah, voilà. Ce sera Bertha. Je sais pas si mauvaise que ça en discrétion et trucs comme ça. Bref, on verra. On a terminé cette histoire avec Olga et les fleurs de Dries. Ouais. Et quelques semaines passent. Et c'est enfin la fête de Sol. Et qui débarque? Et là, en fait, tu vois, parce que, alors, je sais que je n'en donne pas l'impression, mais j'essaie quand même de prévoir un minimum. La grosse bagarre avec les dealers était là pour vous faire perdre vos points de fortune pour ce qui va se passer maintenant. On a peu de points de fortune à ce niveau-ci, donc, voilà. Quelques-uns. Donc le groupe est quand même relativement mal en point. Je vous avais expliqué que si vous vouliez... En fait, j'avais dit vous pouvez regagner tous vos points de vie. Normalement, il aurait dû vous rester même quelques blessures. Mais Bertha a un pouvoir qu'elle peut faire une bonne bouillasse qui fait récupérer 2 points de vie par jour. Et donc arrive la fête de Sol et... pas la fête des Sols, hein, la fête de Sol, le dieu de l'été. Et je vous explique que votre auberge tourne à fond de balle, à plein pot, que vous êtes en train de faire des beaux bénéfices. Quand tout à coup, Méron le Mérou vous dit « Oh là, il y a le boucher qui arrive et il a l'air vénère ». Et le boucher enfonce la porte de votre établissement. Il est couvert de sang. Il a l'air furieux. Il est avec... c'était 4 de ses hommes et Franck, si je ne me trompe pas. Ouais. Ils sont tous blessés. Et là-dessus, il vous annonce ouais, putain, les fauves nous sont tombés dessus, ils ont tué mon chien. Alors donc, il n'y a plus qu'un seul de ses chiens, tu vois. Et là, tout le monde est un peu en mode oh, what the fuck. Et le boucher est là, 15 jours à l'avance, et il réclame ses 10 pièces, ses 10 couronnes d'or à l'avance pour se refaire une santé, se refaire un gang et repartir à l'assaut contre les fauves. Alors, et sur le coup, je me dis, on lui donne. Je suis en mode, donnez un boulet de pognon. Et alors, vous avez en gros, dans le jeu, ils ont 2 cagnottes, entre guillemets. Ils ont l'argent physique qu'ils ont, parce que donc chaque joueur a une bourse avec son argent physiquement présent, sous forme de fausses pièces. Ouais. Et il y a la cagnotte de l'auberge. Et je dis, déjà, il veut vous faire... Vous devez me donner de l'argent qui provient de vos bourses. Et je vois que les joueurs... Si, j'ai ma bourse avec... ne sont-elles pas jolies, les fausses pièces Je pense que j'ai des vraies pièces aussi dedans. Ah, t'as des vraies pièces. Mais c'est vrai que t'as acheté plein de pièces pour ce jeu de rôle et ils nous donnent des vrais argent qu'on doit garder. Voilà. Et alors, le fait de dire je veux que vous, les joueurs, vous me donniez l'argent qui provient de vos bourses à table, tout le monde était un peu en mode oh. Et puis, vous récoltez 5 pièces d'or que je prends. Et puis, je vous dis, mais de toute façon, il en a marre. En fait, il va carrément prendre votre recette de la soirée, quoi, qui est plus ou moins équivalente à 5 pièces d'or. Et donc, un des hommes du boucher fait le tour du bar, qui est tenu par Midcock à ce moment-là. Chose importante, c'est que ils viennent de combattre les fauves. Et ils sont blessés. Ils sont vachement blessés. Et je vous explique qu'ils sont vachement blessés. Et je ne sais pas si l'idée vous vient directement. Alors, immédiatement, moi, l'idée me vient. Mais je dis rien parce que ce n'aurait pas été le genre de Bertha. Mais je vois immédiatement les regards que se lancent Gigi aka Midcock, Florian aka Grégorius, et ils se jettent un regard qui dit très clairement ils vont pas sortir vivants de l'auberge. Et je crois qu'à un moment, Gigi s'est dit il n'y aura pas moyen, parce que c'est le grand méchant récurrent de l'histoire et on ne pourra pas le buter. Et il a suffi que je dise l'opportunité est sur la table pour que tout le monde se dise ok, on va le buter ce soir, quoi. Et donc là, il y a un grand moment de tension digne d'un film de Tarantino. Ouais. Alors toi, vu que Bertha est folle amoureuse de Franck,
Elle le fait boire. Voilà. La dernière potion magique que j'ai sur moi, c'était un somnifère. C'était somnifère, tout à fait. Et je dis, je mets ça dans une bouteille d'alcool. Et je dis, Franck, t'es pas bien, vas-y, prends, bois ça maintenant. Et comme Franck aime quand même Bertha, il boit. Il tombe dans les pommes. Je sais plus, je crois que c'est Faor et toi qui le traînez dans la cuisine de l'auberge. Et là-dessus, il y a une fin de séance où la tension est au max. Au plus haut niveau, oui. Parce que donc, il y a l'homme de main du boucher qui a pris la recette de la soirée, la boîte avec la recette de la soirée, qui est en train de se diriger vers le boucher qui est en train de picoler de l'alcool au bar, avec le chien. Et je me souviens que Grégory me dit, c'est surtout le chien qui me fait peur. Le chien n'était pas vraiment la pire créature du truc. Et donc nous avons eu une séance de combat. Et là, entre-temps, moi, je regarde un peu les caracs et je me dis, waouh, putain, le boucher, quoi. En fait, j'ai noté que... donc, ça finit sur, on décide, on va faire le combat contre le boucher. Séance suivante, à noter que Gigi n'était pas là, l'un des instigateurs du combat. Personne n'est chaud pour lancer le combat. Oui, oui, oui. Début de la séance, oui, bah. Tout le monde est super frileux pour dire, moi je me place juste là, attention. Ouais. Et je dis, et alors, attention. Et pour une fois, j'avais sorti des figues. Voilà, oui. J'avais sorti des figues et j'avais imprimé le terrain de l'auberge en disant c'est du sérieux, quoi. Il y a vraiment une demi-heure de discussion de dire ah oui, je lui dis oh, est-ce que tu laisserais pas ton arme là non, mais et vraiment on n'osait pas lancer. Là, je les sentais un petit peu se raccornir. Ouais. Et puis, pour finir, si je me souviens bien, c'est moi qui, du coup, jouais Midcock. Ouais. Qui a dit fuck it, si Gigi était là, il dirait on arrive à la conclusion. J'attaque. Et donc Midcock sort sa hache, saute sur le bar et commence à attaquer le boucher et le rate. Et donc là-dessus, c'est parti. J'avais pris toutes les initiatives. Vous avez eu droit à un tour de surprise, parce qu'ils s'y attendaient pas du tout. Vraiment, on en avait vraiment eu besoin. Hein. Miou, elle a sauté depuis le balcon qui est au-dessus de votre auberge et elle a tué un des sbires en un coup. Et puis bon, toi, t'étais peu à l'arrière avec ton fouet. Bertha n'a pas servi à grand-chose. J'ai essayé, mais je me suis tenu à distance. J'étais sur le bar avec un fouet. Et je fouettais le boucher comme ça, mais j'ai presque tout raté. Les quelques fois que je l'ai touché, son armure a presque tout encaissé. Et mon seul avantage, c'était que le fouet, comme c'était une arme à distance, tant qu'il venait pas sur moi, il ne pouvait pas me faire de contre-attaque. Pour le coup, en fait, vous avez pas mal joué. Et donc il y a le chien qui commence à agresser Grégorius. Le chien attaque, parce que je me suis dit, c'est quoi le danger? C'est Grégorius et Midcock. Le boucher il fait 2 attaques par tour. Le boucher fait 2 attaques par tour à moins 20 pour vous, donc il a un bonus de force de ma boule. Et dans un premier temps... Faor sait pas se battre et ne veut pas se battre. Alors Faor, oui, au début, il a commencé un petit peu à essayer d'entourlouper et à faire chier un des hommes de main qui parlait avec lui. Et il a fait perdre du temps à l'un des hommes de main. Mais sur le moment, je me suis dit, mais en fait, c'est pas les hommes de main le problème, c'est le boucher. Et quand la séance a commencé, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je te le dis maintenant, quand la séance a commencé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire si tout le groupe meurt? Et j'avais déjà prévu qu'en fait, il ne tuerait pas Bertha, qu'il laisserait Bertha en vie, en mode, t'as vu ce qui se passe quand on m'attaque? Mais ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Franchement, jet de dés, relativement chanceux pour nous, mais pas ultimement chanceux. Au début, on lui met quelques bons coups au boucher. Surtout Grégorius et Midcock lui mettent quelques bons coups. Miou arrive un petit peu, mais il nous touche aussi. Et à chaque fois qu'il nous touche, c'est la moitié de notre vie qui part. Oui, c'est... Et en fait, avec un critique du boucher, vous mourrez en un coup. Et en fait, c'est pas compliqué. Même les pélos communs, quand ils nous touchent, le boucher, il a peut-être plus 6 ou 7 en dégâts. Le pélo, il a plus 3. Mais c'est quand même un des 10 plus 3, quoi. De dégâts sur nos 18-20 points de vie qu'on a dans les meilleurs dégâts. Le seul regret que j'ai, c'est que j'aurais dû dire que les hommes de main, c'était des hommes de main un peu meilleurs que les autres. Pas mettre le boucher, le gangster boucher typique,
qui vous donne un plus 15 en combat. Alors, notre grosse chance aussi, c'était que Franck était hors combat. Et, ah bah oui, parce que lui, la situation aurait été totalement différente. Ouais. Mais, et donc le combat se poursuit. Les hommes de main sont tués un par un, en faisant quelques dégâts, quelques étincelles au passage. Faor se prend des coups, Grégorius se prend des coups. Grégorius a une bonne armure, heureusement. Il se retrouve avec le chien accroché. D'ailleurs, j'avais oublié qu'il avait une brigandine et que ça, normalement, c'est pas autorisé. Mais bon, ça reviendra. Mais c'est le nom du jeu. Ah bah non, c'est pas autorisé. Et je pense pas que vous entendiez avec nos micros le chien qui pleure derrière la porte. Tu me fais un de ces coups où à un moment je balance un coup de fouet sur le chien. Et t'es là, ah ouais, bah écoute, imagine qui bat ton chien, qui se prend un coup de fouet dans le dos, et qui sait plus, et qui se traîne par terre avec ses pattes avant. Et ça, espèce de salopard. Et la soirée avance. Le combat était relativement rapide, parce que les combats sont rapides dans Brigandine. Ça allait encore, mais honnêtement, ça a quand même pris un peu de temps. Et au final, on arrive doucement à voir chacun de ses... Surtout, ce qui se passe, c'est que le boucher vous envoie des coups avec ça. Et il fait 2 attaques par tour. Franchement, les jets font peur, parce que on avait quasiment plus de relance. Et en gros, attaquer le boucher, pour nos meilleurs combattants, c'est 70% de chance de se prendre un coup dans la gueule. Et au cas où vous n'auriez pas compris, le principe, c'est un jet de combat à descend un petit peu à la Warhammer. Donc, genre, tu as 50% en combat de corps à corps. Si tu réussis ton jet, tu touches l'ennemi. Si tu rates ton jet, c'est l'ennemi qui te touche. Voilà. C'est ça le principe que je veux dire. Et comme lui, c'était moins 20 pour l'attaquer, tu avais plus ou moins 30% de chance de le toucher et 70% de chance pour celui qui te touche. Et donc, je commence à me dire, bon, je sais pas si je commence à douter que le boucher va trucider tout le groupe, et m'arrive à un moment parce que, en tant que maître de jeu, à un moment, je me dis, est-ce que je joue le boucher tel qu'il est et tel qu'il devrait être, à savoir que là, il en veut à Grégorius et à Midcock, les 2 connards qui le font chier depuis le début, et il devrait les attaquer eux. Mais ce sont aussi les meilleurs guerriers du groupe. Ou alors, est-ce qu'il se défend contre tout le monde? Et à un moment, donc je distribuais les mandales avec le boss, et à un moment, il y en a une qui passe sur la pauvre Miou. Il y a plusieurs qui sont passés avant, mais... Elle s'est pris plusieurs blessures du boucher. Elle n'a pas tout perdu d'un coup. Et gros coup sur Miou. Je ne sais plus si c'était critique. Je pense pas que c'était critique. Elle se prend un coup de malade, elle se retrouve genre à moins 10 points de vie. Elle était à moins 10 points de vie, et on avait eu la discussion, c'est important à noter, que par rapport à ce qui s'est passé avec Bertha plus tôt, tu as eu la discussion, tu as dit maintenant les règles pour les dégâts, c'est ça. Pour la mort. C'est comme ça. Et donc je crois que tu avais dit jusqu'à moins 7, vous êtes KO, au-delà, vous êtes mort. Ouais. Et donc c'est ainsi que périt Miou, la vaillante assassine de Val. Donc Miou, personnage de Val, se fait éventrer. Qui était là depuis le premier scénario. En fait, je me demande si elle s'est pas fait tuer par un homme de main. Je sais plus maintenant. Je crois que c'est le boucher. Non. Peut-être qu'elle a été touchée par un homme de main, mais c'est le boucher qui l'a achevé. Je pense, parce qu'il n'y avait plus que le boucher à ce moment-là. Et alors, un truc... oui, parce que la vraie mort du boucher est assez burlesque. C'est que, donc, nous avons Faor, qui sait vraiment pas se battre, qui arrive quand même à se débarrasser plus ou moins... Ah non, oui, il tue le chien. Il a tué le chien. Il tue le chien. En fait, Faor... Je lui avais donné mon bâton... Une massue, avec voilà. Une massue ferrée. Ouais, bah, vas-y, raconte. Je lui ai donné ma massue ferrée, et donc il arrive derrière le chien, et pouf, sur la tête, pouf, et les yeux du chien qui partent. Ouais. Et là, le boucher se dit... Connard, je vais te tuer. Oui, c'est ça. Et donc là, je me dis, bon, le boucher vient de voir son 2e chien chéri se faire buter. Il va y avoir une attaque dans la gueule de Faor. Tant pis pour lui si... Parce que Faor, c'est le personnage de moustache, c'est pas un foudre de guerre. Il est juste plutôt bon en habileté, en dextérité et en beau parler, et en social et en beau parler. Je me dis, bon, allez, un 2e PJ, quoi. Et là, j'ai des chiffres à vous donner. Ouais. Faor a 34 en combat. Le boucher lui donne un moins 20% à son jet de combat. Ça lui fait 14. Le boucher l'attaque, il jette les dés, il fait 14. Et il a 2 points d'armure, le boucher, et à ce moment-là, il lui restait 2 points de vie.
Et je constate en un instant que le personnage le plus faiblard du groupe a tué le boss, enfin a achevé le boss. Et je lui dis, bah écoute, c'est pas compliqué, tu prends ta massue et tu enfonces le crâne du boucher qui commence à avoir du sang qui lui sort par les oreilles et par les yeux et qui tombe. Et là, toute la table est en mode, il est mort. Alors, il y a un truc qui s'est passé pendant le combat qu'on a oublié de dire qui est important, c'est qu'il y a un de nos clients, le client Victor, qui débarque avec un baril et qui dit « Ouais, il y a plein de promos pendant la fête de Sol » et qui balance un baril au milieu du combat. C'était avant que le combat commence. Et bon, je me suis rendu compte que c'était pas bien passé. En fait, Victor est un personnage qui est censé revenir plusieurs fois avant. Et je pense que je vous en ai parlé 1 ou 2 fois. Je m'en souviens pas, mais je vais te dire, après coup, ce que j'aurais fait à ta place. J'aurais dit que c'était l'un des joueurs d'échecs. Ah. Tu avais des personnages mis en place qu'on connaissait. Oui, mais ça aurait pas été logique. Ok. Ça aurait pas été logique. Mais, et donc, effectivement, avant que le combat commence, un client avait débarqué en mode hey, regardez ce que j'ai trouvé, une barrique de vin gratuite, en mode ouais, j'ai trouvé de l'alcool dégueulasse. Et il avait posé ce baril à côté du bar. Évidemment, c'était un piège. À la fin du combat, on est à peine en train de se remettre de nos blessures, que ce baril explose. Je vous dis, vous entendez un tss, comme quelque chose qui déborde et qui est prêt à exploser. Et je me souviens, je sais plus qui, regarde et dit, le baril? Et je dis, oui, le baril. Et là, bof, il explose dans un nuage de gaz. Et tout le monde s'endort. Et voilà, sauf toi, je Alors pense. moi, je relance et je réussis mon jet d'endurance. Mais pour finir, tu as ce gars avec un masque rouge qui arrive en descendant et qui dit un truc de méchant, je sais plus très bien. Moi, vous allez être mes invités à présent, je sais plus. Qui me met un mouchoir de chloroforme sur le nez. La séance contre le boucher avait été haletante et difficile pour vous, mais elle avait aussi été haletante et difficile pour moi. Ouais. Et à la fin, quand j'ai foutu le masque rouge, j'étais en mode « Ah ah, je suis le nouveau méchant et vous allez me suivre. Hein. » Voilà. Et the end. On en est là. On stoppe ici parce que... Bon, y a encore... en fait, on a une petite séance après, mais je trouve que c'est un bon cliffhanger pour arrêter. Et la suite sera plus intéressante avec une vraie suite. Ben oui. Je ne sais pas quand est-ce qu'on vous reviendra, mais... Mais c'est toujours cool, le Rêve de gloire. Oui, bah, je suis content que vous soyez content. Mais comme je disais, comme je te le disais, comme j'ai dit un peu à tout le monde, avec la disparition du boucher, je vais avoir un certain travail de réécriture. J'ai déjà plein d'idées, je sais déjà plus ou moins ce qui va se passer. Et James Hornet qui regarde nos vidéos être là, mais c'est pas du tout mon scénario. Bah écoute, Tornan, à mon avis, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu mais ouais, je pense que ça pourrait intéresser tous ceux qui connaissent un petit peu l'aventure Rêve de gloire. Bah, tant mieux si c'est différent de ce que vous avez joué. Bien sûr, bien sûr. Mais non, t'as raison de réécrire des trucs parce que pour moi, il faut pas hésiter à réécrire la suite du scénario d'après ce qui s'est passé. Mais absolument, voilà. absolument. Et donc, ben oui, dans 2 semaines, moi je reprendrai ça. En attendant, ben toi tu vas nous faire jouer autre chose. Un petit ta gueule, c'est quantique. Ben oui. J'ai le bouquin là. Ouais. Là. Quel magnifique bouquin, mon cher Gilles. Superbe illustration. Et donc voilà, quelque chose à rajouter, mon cher Gilles? Non, on a fait les annonces en début d'épisode. Je pense que la prochaine fois, on fera peut-être un épisode conseil. Ça fait longtemps. Ben oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on va vous le dire très honnêtement, ça fait très longtemps qu'on discute de refaire comment démarrer dans le jeu de rôle, parce que c'est notre vidéo la plus vue qui est complètement obsolète, honnêtement. Oui. Elle était déjà pas très bien adaptée à l'époque où elle était sortie, et en 2024, ce n'est plus du tout comme ça qu'on démarrait dans le jeu de rôle, je pense. J'allais dire, voilà, faire comment démarrer dans le jeu de rôle 2024, ce serait une bonne idée. En la travaillant un petit peu. Ouais. Et donc, oui. À mon avis, je vais en discuter avec les gens un petit peu de notre Discord. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le Discord Etherpunk JDR. Pour le moment, je parle beaucoup de Daggerheart et de plusieurs choses liées à mes différents systèmes et jeux de rôle. Je suis en train de préparer un nouveau scénario Elden Ring.
Et voilà, donc le lien est dans toutes les vidéos récentes Zone Geek. N'hésitez pas, dans la description de toutes les vidéos récentes de Zone Geek, n'hésitez pas à aller voir. Et là-dessus, on vous dit à la prochaine. Et vivez bien, vivez avec passion.